Je pense que l'IA va impacter le monde du service client. Ça va un peu repenser notre façon de travailler. Ça a déjà commencé à le faire dans certaines activités. Je ne pense pas que l'IA va remplacer nos métiers. Il n'y aura pas plus de service client dans 10 ans, dans 15 ans. Mais les métiers sont peut-être un peu différents. Là où je pense que clairement l'IA va nous aider, c'est... Vous êtes sur Le Plateau, le podcast qui donne la parole sans jargon aux dirigeants de PME et ETI françaises qui se réinventent à l'heure de l'IA. Bonjour Arnaud. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous pour le 2e épisode du Plateau. Peut-être avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? En quelques mots ? Ouais. Oui, Arnaud Chervin, j'ai 37 ans, un petit enfant de 15 mois. Je travaille actuellement au sein de la société Aldes Aérolique et je suis directeur du service client dans cette entreprise. J'ai beaucoup de questions pour toi sur Aldes, évidemment, et sur pas mal de sujets. Mais avant qu'on parle de tout ça, raconte-nous un peu ton parcours professionnel chez Aldes. J'ai commencé dans le monde du travail dans cette entreprise. J'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'ai commencé par la technique, en fait. Je suis rentré il y a 15 ans de ça en tant que technico-commercial sédentaire. Donc, je faisais des devis, des offres de prix et des relances clients pour le compte de cette entreprise. Et naturellement, j'ai pris goût au commerce après quelques années. Donc, j'ai pris un parallèle assez évident dans notre domaine avec le fait d'aller sur la route, d'aller à la rencontre des clients, pas seulement les avoir au téléphone. Et du coup, mon parcours s'inscrit avec de nombreux déplacements en France parce que j'ai eu la chance de partir de Normandie pour aller en région parisienne, pour aller jusqu'à Nantes et maintenant aujourd'hui à Lyon. J'ai eu la chance de beaucoup changer régulièrement. Et donc aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur service client. Le service client, c'est le service qui englobe l'ensemble des équipes qui répondent au téléphone. Donc il y a 3 pans principaux, la partie technique, les technico-commerciaux, la partie administration des ventes, saisie et suivi des commandes, et la partie service après-vente qui est plus globale. J'ai cru comprendre que le groupe fête ses 100 ans cette année. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le groupe et les grandes histoires, les grandes étapes de son histoire ? Le groupe Aldes, aujourd'hui, c'est à peu près 1700 personnes. On est présent dans 60 pays à travers le monde, 17 filiales, donc c'est un beau groupe. C'est une entreprise qui a été donc montée en 1925, ça fait 100 ans, par Bertrand Lacroix. Et c'est une entreprise lyonnaise. D'ailleurs, Aldes, ça veut dire atelier lyonnais d'emboutissage spécial, pour la petite histoire. On faisait des grilles métalliques pour la ventilation des bâtiments, pour la ventilation de manière générale. L'emboutissage, c'est ça, c'est donner une forme à une pièce métallique. Et on faisait des grilles, comme vous pouvez parfois voir dans vos logements, les vieilles grilles en métal. Puis dans les années 70, il y a eu le début de l'industrialisation des bouches et entrées d'air, métalliques, toujours à l'époque. Et ce qui a vraiment changé la donne, en tout cas en France, c'est une évolution de la loi, en 82-83, qui a imposé la ventilation mécanique dans les logements neufs. Et ça, pour nous, ça a été un boom, parce qu'on était déjà dans le marché de la bouche et entrée d'air et de la ventilation mécanique. Et du coup, là, il y a eu toute une phase de développement. Aldes, c'est une entreprise qui innove beaucoup. On essaye toujours d'avoir un petit temps d'avance sur les réglementations, sur les besoins des gens aussi. Dans les années 2000, on s'est un petit peu étendu sur des offres de confort thermique. On rentre le métier du chauffage, du rafraîchissement. Et aujourd'hui, on a 5 domaines d'activité principaux, que sont la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement, la purification d'air intérieur et la protection incendie. On est présent dans 60 pays à travers le monde. C'est à peu près 1700 personnes, 17 filiales, donc c'est un beau groupe. Et donc, depuis 2011, on a la 3e génération de la famille Lacroix à la présidence de l'entreprise avec M. Stanislas Lacroix, qui est aujourd'hui notre président. Donc, t'évoquais à l'instant que l'activité commerciale te plaisait. Le plateau, il ressemble à quoi ? C'est un grand open space, c'est 10 personnes, 20 personnes, enfin... C'est des plateaux qui évoluent avec leur époque, toujours. Notre modèle, c'est de regrouper au maximum les gens sur un même plateau par compétence. L'objectif, c'est surtout du partage de connaissances entre eux, qu'il y ait de l'échange, qu'on puisse facilement reprendre un dossier à droite, à gauche, et surtout participer à la formation entre eux, globalement. On les accompagne, mais quand on est entouré de personnes qui font le même métier que nous, on apprend beaucoup plus facilement. Donc, de manière très opérationnelle, comme on est organisé, on a différents plateaux situés en France. On en a 3, où on a un open space, exactement, avec une quinzaine, vingtaine de techniciens d'un côté, de l'administration des ventes de l'autre. On a un pôle pour le SAV. Et c'est toujours de l'open space, libre-échange, discussion. Puis voilà. Et les principaux outils qu'utilisent aujourd'hui les membres du plateau, c'est des outils classiques qu'on retrouvera à peu près dans tout. C'est ça, c'est la boîte mail qu'on connaît tous. Voilà. On a essayé vraiment au maximum de fluidifier le parcours client
Oui. Ça, c'est une chose importante, c'est qu'on doit être facilement joignable. Okay. Donc, on a une adresse mail classique pour les devis, on a une adresse mail pour les commandes, on a une adresse mail pour le SAV, vraiment pour bien orienter les clients et pas qu'il ait 18 chemins d'accès. Ouais. Et c'est marrant, ça se duplique aussi sur nos parcours téléphoniques. Mmh. De plus en plus, on essaye de limiter des standards téléphoniques avec 18 choix qui vous font arriver sur personne qui répond au bout. Donc, on essaye d'optimiser tout ça. C'est dur, quoi. Ouais, c'est très dur. C'est très, très dur. Mais voilà, on a des équipes qui travaillent autour. Et de ce que tu peux nous partager, c'est quoi un peu les grands enjeux, les grands sujets du moment quand le Codir se réunit, les choses qui reviennent tout le temps, les points 1, 2, 3, 4, quels sont-ils? Il y en a beaucoup Plus que des 4. enjeux. Alors là, on est en période de fin d'année, donc forcément, ce qui anime un Codir sur les périodes de fin d'année, Il y a c'est du budget. majoritairement les budgets. Mais c'est pas ça qui va nous animer tout au long de l'année. Non, c'est plutôt regarder les projections marché. Ouais. On est sur un environnement qui bouge beaucoup en ce moment. Il y a un petit peu d'instabilité sur plusieurs niveaux. Et nous, notre rôle au milieu de tout ça, c'est de donner les grandes lignes directrices pour la suite. Donc, de voir les tendances marché du bâtiment, de voir nos positions par rapport à ces tendances marché. Typiquement, pour l'année 2026, on voit qu'on a un marché qui s'oriente beaucoup plus vers la rénovation pour les bâtiments que pour le neuf. Et donc, nous, notre rôle, c'est de voir quelle position on veut prendre sur ce marché-là, quel produit on va mettre en face, quelle innovation on va mettre en face pour les prochaines années. Donc, il y a toute une partie, pour revenir à ta question sur les enjeux Codir autour de ce qu'on va proposer à nos clients. Et il y a tout un enjeu sur comment on va mieux les servir. Oui. Et c'est peut-être plus le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Si on rentre un peu sur le sujet lean, digital, IA, enfin bref, je crois comprendre, en tout cas que pour les équipes LDES et pour ton équipe, le sujet de comment on s'organise, et donc ce sujet un peu lean est un sujet qui est d'importance. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi et comment tu l'appliques aux équipes? Alors, pour bien répondre à la question, c'est peut-être important de définir le grand principe du lean. C'est comment supprimer toutes les interactions qui ne sont pas nécessaires au service de nos clients. Oui. Ou comment les réduire au minimum. Si je le prends sur le pan de l'in-office qui nous concerne plus sur les métiers du service client ou du contact à la clientèle, c'est vraiment une démarche qui va servir à comment je simplifie tous les process que j'ai actuellement et qui ne sont pas nécessaires à la bonne satisfaction de nos clients ou à la bonne fourniture de la prestation. Si je devais résumer à ma sauce, ce serait vraiment supprimons les irritants, supprimons les choses qui nous font perdre du temps et qui ne sont pas au service de l'efficacité commerciale ou du bon service. Ok. Et donc, ça, c'est une démarche qui est assez profonde dans les entreprises. Ça se décrète pas en un claquement de doigts. Il suffit pas de se lever le matin et de dire « Tiens, j'ai des irritants, je vais les supprimer ». Sinon, j'ose espérer qu'on les aurait supprimés depuis quelques temps. Non, ce qui est intéressant avec le Lean, c'est que c'est une démarche qui vient beaucoup plus des équipes terrain. On peut tous avoir des bonnes idées dans nos bureaux, dans des impressions de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais ceux qui sont vrais contacts des problèmes et de ces irritants du quotidien, c'est les équipes terrain. Il y a tout un travail à faire sur remonter vos irritants. Donc, il y a des méthodes pour ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière pour que ça n'en soit plus? Ok. Et j'imagine que quand tu fais cette remontée de terrain d'irritants, tu peux pas tout traiter. Comment au quotidien tu gères un peu la priorisation et la potentielle frustration que peut créer le fait que mon irritant, il n'a pas gagné, quoi? C'est une question de méthode, je pense, majoritairement. Et c'est surtout une question de vision qu'on donne aux gens. Ok. J'ai un exemple parce qu'on a fait un atelier avec l'équipe administration des ventes pas plus tard qu'il y a 2 semaines d'ailleurs. Et l'enjeu de cet atelier, c'était, je vais te le décrire en quelques mots, mais on demandait aux équipes administration des ventes, décrivez-nous toutes les tâches que vous faites dans votre journée. Et à la fin, quelles sont celles qui vous font perdre du temps aujourd'hui ou que vous n'estimez pas optimales, et quelles sont celles sur lesquelles vous avez des bonnes pratiques, des choses qu'on peut appliquer facilement et qu'on pourrait peut-être dupliquer aux autres. Et en fait, naturellement, quand on fait travailler 15, 20, 30, 40 personnes sur un même sujet, on se rend compte que c'est les mêmes irritants qui remontent un peu partout. Et il y a pas Qui sont dits un peu différemment. Dit différemment, mais parfois avec des bonnes pratiques qui ne sont pas partagées. Et donc, on identifie ça. Je vais revenir à la question de la priorisation, je m'éparpille un peu. Mais justement, en identifiant ça, en fait, on se rend compte qu'il y en a souvent beaucoup. Pour ne pas le citer, je crois que sur mon atelier il y a 2 semaines, c'était 18 irritants. Et sur ces 18 irritants, certains sont liés à notre activité propre, mais d'autres sont liés à des activités transverses. Entre le commerce, le marketing, le crédit client, la communication. On ne peut pas tout traiter sur ces 18 irritants. L'enjeu, c'est d'en traiter un maximum, mais ce qui va être important, c'est la priorisation. Qu'est-ce qui nous fait gagner le plus? Qu'est-ce qui est un irritant fort et qui nous fait perdre beaucoup de temps, mais que je peux résoudre rapidement? Et ça, c'est pareil. Dans le Lean Office, il y a des méthodes de classement de ces irritants. Il y a des matrices qui existent pour dire « Ok, cet irritant-là, on peut le traiter vite et ça va vite nous faire du bien. » Tu as un exemple d'un irritant récent
que vous avez décidé d'adresser, qui a été résolu et où les équipes sont aujourd'hui plus contentes? Par exemple, sur nos offres de prix, on indique des délais. Et en fait, on s'est rendu compte, par le biais d'un irritant de clients qui appellent, qu'une bonne partie de nos références n'avaient pas le bon délai indiqué. C'est des grosses bases de données. On a plus de 12 000 articles chez nous, donc forcément, c'est... Et puis avec des fournisseurs, de la fabrication, il y a beaucoup de choses à faire. Et par le biais de ces irritants, on a pu identifier les références problématiques et corriger que justement, ces délais apparaissent de nouveau sur nos offres. Clair. Mais des exemples comme ça, il y en a énormément et dans tous les services. Par atelier. Alors non, justement, l'idée, c'est de passer par qui. On essaye de le faire par contre par service et après de grouper. Dans des... Ok. Clair. Si on transitionne un peu sur un sujet IA, et avant qu'on rentre dans des mots parfois un peu compliqués et très souvent un peu jargonneux, qu'est-ce qui t'attire dans ce sujet IA et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait peur? Alors pour moi, il y a deux pans à l'IA déjà, parce qu'on a un peu trop tendance à tout facilement mettre dans le chapeau de l'IA. Il y a des questions d'automatisation de certaines choses et une question d'IA, est-ce qu'on y met une intelligence derrière? Moi, ce qui m'attire beaucoup dans les sujets IA, déjà, c'est que l'IA, elle est partout autour de nous aujourd'hui. Il y a quelques années, l'IA était présente, mais on ne la voyait pas. Si on se balade et qu'on se pose un peu à la machine à café, les gens se disent quoi? Ton ressenti, en tout cas. Mon ressenti, parce que faudrait que je sollicite les équipes, mais déjà, ça va dépendre de l'équipe. On a des équipes techniques qui ont une moyenne d'âge plutôt jeune, donc c'est des gens qui sont habitués à ça. Ça leur fait pas peur, au contraire. Ils sont demandeurs et c'est eux qu'il faut solliciter pour ce genre de sujet. Hormis de se dire que c'est dans l'air du temps et que c'est un outil qui peut potentiellement nous aider, mais qu'on ne voit pas toujours comment l'intégrer dans notre quotidien. Parce que dire que c'est utile, c'est bien, mais quand il faut commencer à changer les habitudes de travail ou penser différemment, ça ne saute pas aux yeux forcément. Mais je pense que c'est très bien accepté aujourd'hui dans notre quotidien. En tout. Okay. Et j'imagine que l'IA pourrait avoir un impact significatif sur un service client. C'est quoi un peu les grands axes ou les grandes idées, ou en tout cas les ambitions que tu as entre cet impact de l'IA et le service client? Je pense même que l'IA va impacter majoritairement dans l'entreprise le monde du service client. Okay. Ça va un peu repenser notre façon de travailler. Ça a déjà commencé à le faire dans certaines activités. Là où je pense que clairement l'IA va nous aider, c'est dans la réactivité, dans le gain de temps qu'on peut avoir dans le traitement de nos actions. Typiquement, quand on a une équipe SAV qui doit lire des documentations techniques de 400 pages pour trouver sa réponse, l'IA peut nous aider. C'est pas là où on est le plus efficace ou qu'on a le plus de service client quand on doit chercher dans une notice de 400 pages. Quand on doit analyser tout un historique de mail avec un client pour pouvoir lui apporter une réponse, là où l'IA, c'est facilement nous le résumer, nous le mettre en forme. Bien sûr, il faut y mettre une patte personnelle, mais il y a vraiment un gain de temps lié à cette IA sur différents services. Et c'est là où je dis que ça va impacter les services clients parce que de plus en plus, les gens veulent que ça aille vite. J'espère que c'est pas trop réel de dire ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un bon service client, finalement, c'est presque qu'il soit transparent, en fait. C'est que je demande quelque chose, je le reçois dans le temps où je l'ai demandé, où je l'attendais, au bon endroit, au bon prix, et j'ai pas eu de sollicitation, tout s'est bien passé. Et ça, c'est un bon service client. Enfin, c'est pour moi, un service client performant, c'est celui qu'on voit presque pas et dont on est satisfait parce que ça marche. Et ça, l'IA peut nous y aider. Sous différents points, en retraçant des historiques clients, en personnalisant certains messages. Parce que quand on gère une base client de, plus de 10 000 clients, on ne se rappelle pas forcément que l'entreprise X, il y a un mois, a eu un problème là-dessus et qu'il faut être plus vigilant là ou qu'il attend tel besoin spécifique. Donc, dans la personnalisation de l'approche et dans l'approche client et dans le gain d'efficience dans nos actions, je pense que c'est là où l'IA va être une... C'est hyper intéressant ce que tu dis et tu vois, j'aimerais te questionner un peu sur un sujet qui est que très souvent, IA et humain vont être un peu opposés et dans un service client, très souvent, on va te dire, en fait, on est une boîte, on vend en B2B, la relation qui peut exister entre deux humains, elle est hyper importante. Et donc, il y a une opposition qui est juste ou pas, je suis pas là pour en juger, qui va être, mais en fait, l'IA va désincarner cette relation directe que j'ai avec mon client. T'en penses quoi? Je dirais que ça dépend comment on l'utilise. Je pense qu'on a tous aujourd'hui sur nos téléphones un ou deux appels par jour d'une IA automatique qui veut nous vendre le meilleur contrat d'énergie, d'économie d'énergie ou autre. Là, je pense que ça dessert plutôt l'entreprise. Alors, tout dépend de son marché, de son business, mais clairement, dans un business model comme on peut l'avoir dans le monde du bâtiment et chez Aldes, où clairement la relation humaine et la relation de proximité avec le client, c'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est pas ce type d'IA qu'il faut qu'on emploie aujourd'hui. Par contre, l'IA peut avoir plein d'intérêts dans l'interaction. Encore une fois, je ne pense pas que l'IA va remplacer nos métiers. Il n'y aura pas plus de service client dans 10 ans, dans 15 ans. Mais les métiers sont peut-être un peu différents. On n'aura plus forcément 10 personnes pour, je vais caricaturer, mais lire des documentations techniques et trouver que le fil rouge, il va sur le bouton bleu. Par contre, on aura sûrement d'autres métiers qui vont se créer autour de ça,
sur l'IA. T'as un exemple de nouveaux métiers que tu anticipes? Des nouveaux métiers, je pense que c'est déjà autour de la donnée. Ok. C'est là où on voit la puissance de la donnée, c'est que, je suis désolé, je vais tout de suite divaguer dans les exemples très techniques, mais quand on doit vendre de la pièce détachée sur des produits qui sont plus commercialisés depuis 10-15 ans, l'IA peut facilement nous aider à retrouver ça, à condition qu'on ait une base de données qui soit propre. Et du coup, ça nécessite tout un travail de remise à jour de nos bases de données, de traitement de cette donnée pour que l'IA puisse nous donner quelque chose d'intéressant. Parce que typiquement, si je reste sur les pièces détachées, on a toujours quelques experts dans une entreprise qui se rappellent que le boulon de 14 allait sur le produit qu'on a arrêté il y a 20 ans. Mais ça, c'est des choses qui se transmettent et qui peuvent se perdre au fil du temps. Oui. Si la donnée est bien stockée, bien enregistrée, bien mémorisée quelque part, on sera plus performant. Ok. Et donc, in fine, tu le vois comme une opportunité pour aller chercher du chiffre d'affaires, cette IA appliquée au service client, comme une opportunité plutôt pour de l'optimisation et de la maîtrise de coûts. Tu positionnes un peu où la technologie entre les deux? Alors, je ne pense pas qu'il faille opposer les deux. Ok. Je pense que ça va dépendre de où on en est sur notre marché et des volontés qu'a l'entreprise. Ouais. L'IA peut être au service du business, dans le sens où si je gagne de la productivité, que je produis plus vite et plus efficacement, fatalement, je génère plus de matières premières à faire du business, Ouais. à condition que ce soit suivi et que ce soit bien intégré derrière. Mais Ouais. en tout cas, la matière première qui sort de l'usine est en plus grande quantité, donc ça génère du business. Là où ça peut nous aider également, c'est que si potentiellement je suis plus productif et plus réactif, j'augmente ma transformation. Ouais. Pour parler aussi très opérationnel, quand je fais 100 devis, combien vont se transformer en commandes? Si je réponds 24 heures plus rapidement, est-ce que j'augmente mon taux de transformation? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser autour de ces sujets-là. Ça va aussi dépendre du business model sur lequel on est, de quel marché on est. Donc, l'IA au service du business, je pense que oui. Il faut voir comment l'intégrer. Ça peut être aussi mettre une IA à disposition de nos clients pour plus facilement trouver nos produits. Enfin, il y a plein d'applications autour de ce business. Et bien sûr qu'il peut y avoir aussi un pan sur l'optimisation budgétaire des effectifs. On a des services plus concentrés. Ça va vraiment dépendre de quel biais on veut prendre avec ça. Et puis, je rappelle le principe du in-office, qui est très lié à l'IA, en fait. C'est marrant parce que c'est pareil, j'ai du mal à dissocier les deux. Lancer une IA sans avoir fait un travail de l'in-office avant, ça revient à vouloir lancer quelque chose sur un pan qu'on ne maîtrise pas vraiment. Sans connaître l'irritant que tu veux adresser. Et voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de passer par des méthodes de l'in-office pour aller développer ces IA permet vraiment, comme je disais, d'enlever les tâches sans valeur ajoutée. Donc, au-delà de l'optimisation qu'on pourrait imaginer, de dire, très bien, dans 10 ans, il y aura 50% de personnes dans les services clients en moins. Non. Qu'est-ce que feront ces 50% qui ont un job qui a été remplacé par l'IA, mais ils pourront être au service du client différemment? C'est ça la question qu'il faut se poser, et puis les enjeux un peu. Et au niveau d'Aldès, alors, la vérité, c'est que mondialement, et toutes les sociétés en sont un peu au début, balbutiement, premier test sur cette IA. Très concrètement, Aldès, tu dirais que vous en êtes où et quels sont un peu les sujets prioritaires? Je dirais qu'on en est au début de l'IA. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille vraiment activement sur le sujet, à réfléchir les opportunités, les pistes. Et que nous, notre job au quotidien, en tout cas sur le codir et les fonctions, c'est voir comment on va l'intégrer le plus rapidement et le plus efficacement possible. Où on en est, on a d'abord commencé notre travail sur l'automatisation. C'est plus facile à mettre en place. Je vais donner un exemple concret, mais on reçoit près de 3000 mails par jour sur nos boîtes de techniciens, d'administration des ventes. Et ces mails-là tombent dans des dossiers qu'il faut ensuite retrier, réorienter. C'est pas toujours simple. On passe du temps à traiter nos mails et à trier des mails. Je vous parlais de tâches sans valeur ajoutée. Répondre à un client à son besoin, c'est une valeur ajoutée. Trier le mail dans la boîte de mon voisin parce que ça ne doit pas être traité par moi, ça n'est pas vraiment une. Et en fait, des systèmes d'automatisation qu'on a mis en place il y a 2 ans, par exemple, ça nous permet d'adresser dans tous les bons dossiers des mails entrants, mais du coup aussi de simplifier l'expérience client. Parce que on quantifie très facilement un chiffre d'affaires. Je mets une action commerciale, une offre promo, ça m'a rapporté tant. Très facile. Beaucoup plus compliqué d'aller quantifier le gain que vous apporte un service client. On peut le mesurer par des taux de transfo. Il y a des moyens de le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Combien ça vous coûte un client pas satisfait? C'est hyper intéressant ce que tu dis sur entre guillemets, la complexité de mesurer l'apport d'un service client. On entend souvent que pour un peu prioriser ces sujets IA, ce qui va être hyper important maintenant qu'on se dit tous que c'est a priori plutôt une bonne idée, c'est de comprendre quel pourrait être le retour sur investissement des différentes choses qu'on fait. Comment tu concilies du coup le fait de se dire on a un sentiment que ça pourrait être très utile sur un service client, c'est difficile à date et aujourd'hui de mesurer la valeur d'un service client, mais il faut quand même que j'arrive à trouver un ROI pour pouvoir justifier un investissement. C'est sûr, il faut de toute façon toujours avoir un retour sur investissement sur l'action qu'on va mener.
Peu importe la solution qu'on va chercher à mettre en place ou à développer, elle a un coût. Et souvent, ces nouvelles technologies, ça a un coût plutôt important. Enfin, ça va dépendre de ce qu'on veut mettre en place. Comment on va le mesurer? On va le mesurer ça par, en tout cas dans les actions qui me concernent de plus près aujourd'hui, par « Ok, je vais faire économiser potentiellement 2, 3, 4 personnes à temps plein sur des missions diverses et variées. Qu'est-ce que je vais confier comme tâche à ces 3 ou 4 personnes en plus? Est-ce que je vais leur demander de faire de la relance de devis? Est-ce que je vais leur demander d'aller nettoyer des bases de données? Et ça a un gain, ça a un apport. L'intérêt des entreprises aujourd'hui, c'est plutôt de se dire « Je réalloue bien mes ressources pour faire mieux ». Et là, on peut le mesurer, mais c'est, encore une fois, pas le plus facile. C'est pas générateur de business comme mettre un chargé d'affaires sur la route et aller chez des clients vendre des produits. Et du coup, tu dirais que vous êtes OK avec l'idée de commencer à se lancer, même si on n'est pas sûr et certain du ROI, ou ça reste quelque chose qui est hyper important? Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faille y aller. Je pense qu'il y a un consensus sur le sujet, qu'il faut qu'on aille sur ces sujets-là. Encore une fois, la question, c'est quelle est la méthode et les moyens qu'on veut mettre en face. On ne veut pas tout automatiser du jour au lendemain, au risque de faire pire sur notre service client, parce qu'il y a quand même des impacts. Et contrairement un peu à certaines idées reçues, ce n'est pas des choses qu'on peut lancer en 2 semaines. Ça demande un travail préparatoire, ça demande de l'amont. Alors oui, ChatGPT, c'est clé en main, je vais lui poser une question, il va me répondre tout de suite. Et ChatGPT ne connaît pas mon environnement d'entreprise, il n'est pas connecté à mes outils d'entreprise, il ne connaît pas mes clients. Et ça, il faut leur apprendre. Et ça prend souvent du temps, du paramétrage, de l'investissement humain et donc financier, qu'il ne faut pas négliger. Donc on veut, la volonté, clairement, en tout cas, qu'on affiche, c'est de vouloir se lancer sur ces nouvelles technologies et puis d'y aller. Maintenant, pas n'importe comment et de manière mesurée. Très clair. Et en gros, tu vois, comment dire, qu'est-ce que tu anticipes comme potentielle difficulté à l'adoption de ces outils dans les équipes? Tu vois, en gros, quand tu penses un peu au projet de mise en place, c'est quoi le moment où tu te dis « Ok, ça peut être un peu difficile ». Il y en a plusieurs des moments où ça peut être difficile, mais c'est un peu de la conduite du changement aussi. C'est jamais facile d'aller expliquer à quelqu'un qui fait un métier depuis 5-10 ans, tiens, on peut peut-être optimiser la façon dont tu travailles et on pourrait le faire comme ça. Donc il y a une part de conduite du changement, mais là encore une fois, ça va dépendre de quelle équipe on adresse. Je vous parlais tout à l'heure de mon équipe technico-commerciale, qui est une équipe qui est plutôt jeune. Ces gens-là sont bien plus en avance que... Alors, pas la prétention d'être un ancien, mais enfin, je ne suis pas un ancien non plus, mais ces gens-là sont bien plus au fait de ce qui se passe avec l'IA et de ce qui se passe aujourd'hui sur le monde de l'IA. L'adoption va être beaucoup plus rapide que quand on va le présenter à un service qui a 30 ans d'ancienneté, qui a ses habitudes qui fonctionnent. Dans tous les cas, la clé de la réussite, c'est comment je présente le projet à mes équipes et quel gain je leur présente. Si vous allez voir votre équipe en leur disant « Hey, demain, je vous mets une IA, vous allez travailler plus vite », et voilà, il y a peu de chances que ça aboutisse. Par contre, si vous impliquez ces gens-là, si vous les faites eux-mêmes travailler sur la solution, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait nous de notre côté, c'est que c'est pas moi dans mon bureau qui vais tester les solutions IA, de tri de mail, de faire des devis, de lire des documentations, j'aurais pas cette pertinence. Par contre, on va impliquer les équipes, ceux qui sont intéressés par ça, et il y en a toujours dans vos équipes des gens qui sont intéressés par ces technologies. Impliquez-les sur ces sujets-là, faites-les travailler dessus, et ils vont participer à l'adoption globale de l'équipe. C'est vraiment une étape de conduite du changement, mais comme on le fait dans plein de domaines dans le monde de l'entreprise. Sauf que là, c'est un peu plus... Et du coup, c'est hyper intéressant. Et par rapport à tout ce qu'on discute, il y a de fait, et je te le dis, des sociétés qui sont moins avancées que vous dans cette réflexion autour de l'IA. Si tu devais leur donner, allez, je sais pas, 2 conseils sur la façon d'aborder un peu le sujet. 2 conseils, mais je pense qu'il ne faut pas rater le train en marche. Il faut vraiment... pas avoir peur de s'intéresser à ces technologies-là. Et bien souvent, si comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose à l'intégration de l'IA dans votre entreprise ou dans ce que vous faites au quotidien, quelle que soit la taille de votre entreprise, faites-vous entourer des personnes qui le connaissent. Il y a aujourd'hui pléthore d'entreprises, et pour en parler moi-même, je pense que je reçois 10 à 15 mails de sollicitations d'entreprises pour me vendre des solutions IA toutes plus miraculeuses les unes que les autres. Donc faites aussi attention à qui vous choisissez quand il y a des partenaires à choisir. Mais on est hyper sollicité sur ces domaines-là. Faites-vous entourer, posez des questions. Et surtout, essayez de voir vraiment l'intérêt que vous pouvez avoir pour votre entreprise. Je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, de 1 à 600 personnes, de 1700 comme l'entreprise Aldes, on peut avoir un intérêt à suivre ces nouvelles technologies. Donc les 2 conseils, je ne sais pas si je réponds à ta question, pas vraiment, clairement. Mais faites-vous entourer, en tout cas, c'en serait un. Et puis 2, intéressez-vous à ce que ça peut vous apporter. Tu nous as évoqué des réflexions en cours, des choses qui commençaient à bouger sur certains aspects autour de ces applications concrètes de l'IA. En tout cas dans ton service. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, des cas très concrets d'outils que vous avez mis en place
que l'équipe utilise et qui crée une valeur? On a lancé de l'automatisation dont je vous ai parlé, sur de la reconnaissance d'emails, sur du traitement d'emails, de la lecture. On travaille sur nos propres outils de lecture de documentation technique. Je vous en ai parlé aussi un petit peu plus en amont. On essaie surtout de se concentrer sur certaines missions bien spécifiques. Et je pense que c'est valable pour n'importe quel service client. De l'automatisation de chiffrage. Et là, encore une fois, il y a plusieurs complexités, mais je n'ai pas envie de rentrer dans des détails trop techniques. Mais l'intégration d'une IA dans vos systèmes ERP, dans vos logiciels de chiffrage ou dans votre CRM, c'est aussi un petit défi technique qu'il faut savoir approcher. On peut automatiser de la saisie de commandes dans certains cas, de la reconnaissance de bons de commande pour éviter les litiges et gagner du temps. On peut identifier rapidement des pièces détachées, des plaques signalétiques, des produits équivalents. Tu évoquais le sujet email, par exemple, qu'on visualise un peu. Raconte-nous un peu le plateau. En gros, un membre de l'équipe, et tu nous évoquais un plateau assez large, un membre de l'équipe, il a 1 écran, 2 écrans, combien d'emails il reçoit par jour? Il se passe quoi dans sa journée? Si c'est 3000 mails par jour sur une équipe technique, ça doit être 1600, ça doit être à peu près une cinquantaine, soixantaine de mails par jour par opérateur technique, par technico-commercial. Et l'enjeu, du coup, c'est de se dire, on ne peut pas faire 50 devis par jour. Humainement, aujourd'hui, dans notre système de production classique, d'identification, on ne peut pas traiter 50 demandes par jour. Alors attention, toutes ne sont pas des demandes de prix, il y a des questions techniques, c'est un service technique, il y a un petit peu de transverse aussi là-dedans. L'enjeu, c'est surtout de se dire, OK, si je dois analyser 50 mails rapidement pour savoir quoi prioriser, j'y passe 3 heures. Et c'est là où l'IA nous aide aujourd'hui, ou l'automatisation, c'est que très rapidement, elle va pouvoir analyser les 50 mails qui sont tombés dans ma boîte et qui du coup me sont destinés, et dire, OK, ces clients-là sont estampillés comme VIP, prioritaire. Ce client-là a l'air très énervé, ce serait bien de lui répondre rapidement. Ce client-là vous a relancé 3 fois, là ça devient critique. Et en fait, un peu de nous mettre des marqueurs. Alors je caricature évidemment, mais c'est pour visualiser le truc. En fait, ça va nous aider à caractériser cette demande-là est potentiellement une demande très rapide à traiter, fais-la en priorité. Ce client-là est potentiellement prioritaire, traite-le en priorité. Et là où l'IA peut aller encore plus loin, c'est que ça peut nous aider aussi à lire les documentations qu'on peut avoir. Très souvent, dans notre domaine, on nous envoie des cahiers des charges de 200 pages, ou alors il y a 3 pages qui nous intéressent dedans. Ça aide à identifier ce qu'il y a dans ces documents. Donc, il y a vraiment plein d'axes qui font gagner du temps sur... Ça paraît rien, le traitement d'email, mais ça prend beaucoup de temps. Et on en reçoit beaucoup tous les jours. Au moment où je vous parle, j'ai dû en recevoir 40 aussi de mon côté. Mais blague à part, ça aide à se retrouver et à prioriser les tâches du quotidien. Ça ne fait pas la place d'eux, mais ça vous guide. Et tu dirais que cette difficulté à prioriser aujourd'hui les emails, c'est quelque chose qui vous coûte, qui vous fait rater des opportunités? Forcément, ça nous coûte parce que quand un client attend de notre part une réponse en 24 heures et que je vois le mail au bout de 48, un exemple à la volée, forcément, ça me coûte. Le client ne va pas être satisfait, on ne lui a pas répondu, pas de réponse en temps et en heure. Je peux vous garantir que votre petit concurrent en face, lui, il n'a peut-être pas loupé cette opportunité et du coup, vous perdez du business. Mais ça, c'est difficilement quantifiable. Mais donc oui, il y a forcément un gain associé. Maintenant, le mesurer précisément. Alors, j'aurais pas de données à vous donner chiffrées. Mais c'est un peu le propre aussi de nos services clients. Je crois que c'est une anecdote dont on parlait en off, mais c'est un peu le syndrome SNCF que je disais. C'est qu'en fait, vous avez 100 trains qui partent dans la journée. Si vous avez un train qui part en retard tous les jours, ce que le commun des mortels va retenir, c'est que le train, ils sont toujours en retard. Et fatalement, dans notre métier du service client, il y a toujours au moins un train qui part en retard. À un moment donné, il y en aura toujours au moins un. Alors notre job, c'est qu'il y en ait de moins en moins en retard. Et je ne veux surtout pas faire de parallèle disgracieux à la SNCF. Je les ai encore repris ce matin, ça s'est très bien passé. Mais notre job, c'est déjà que ces cas-là se passent le moins possible, mais on ne peut pas les éviter à 100%. Et du coup, quand ce cas se produit, c'est comment je le traite de manière le plus efficace possible. Qu'est-ce que le client va retenir de ma façon de gérer le problème? Il ne va pas être content, il y a un problème. Mais je me rappelle plus facilement d'une entreprise qui a mis les moyens de manière très réactive. Et si l'IA peut nous aider à identifier ce problème-là spécifique, de manière très réactive et d'y apporter une vraie réponse, le client, il s'en souviendra. Intéressant. Mon train était à l'heure, je le redis. En étant à ce point et depuis si longtemps au contact de tes clients, tu as forcément une anecdote, une belle histoire avec un client. Ça nous intéresserait beaucoup de l'entendre. Alors, je ne sais pas si j'ai une anecdote particulière à raconter. C'est plutôt des étapes ou des choses que j'ai eu la chance de vivre. Alors, plutôt quand j'étais sur les routes d'Île-de-France dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est assez intéressant dans notre domaine, on travaille dans le bâtiment, c'est les chantiers qu'on a l'occasion d'aller visiter. Et j'ai une petite anecdote sympa, c'est que j'ai eu la chance d'aller faire une visite de chantier avec un de nos clients sur les toits de l'Élysée. Et de voir nos ministres en bas depuis les toits de l'Élysée pendant que visiter les installations qui sont un peu cachées, ou encore d'aller fouler la pelouse du Stade de France alors qu'il n'y a personne dans le stade, parce qu'on est là pour faire la rénovation de certains
certains emplacements dans le Stade de France. Donc, c'est des moments un peu sympas, un peu magiques, où on sort de notre quotidien et puis on arrive dans un beau bâtiment, quelque chose un peu spécial, quoi. Quelques petites questions qui m'intéressent aussi. Enfin, parle-nous d'un livre qui t'inspire, s'il y en a un. S'il y en a un. Alors, je ne suis pas un grand littéraire à la base. Je suis beaucoup plus sur les formats, c'est marrant, c'est plus avec le thème d'aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus sur des formats podcast aujourd'hui, c'est plutôt ça qui me nourrit. Livre qui m'a inspiré professionnellement, je dirais que c'est un livre que j'ai lu pendant la période Covid. Il s'appelle The Power of Moment, ça doit être ces moments qui comptent, quelque chose comme ça en français, de Chad Hisse. Et c'est un livre hyper intéressant et du coup avec un bon parallèle sur les métiers du service client, qui est on peut pas se souvenir de tout dans sa vie. Il y a des moments qui comptent dans notre vie et ces moments, ils sont souvent liés à des pics émotionnels, à différentes choses, que ce soit, je pense qu'on se rappelle tous de notre premier jour de travail, du jour de notre remise de diplôme, de notre premier jour d'école, de notre plus grande réussite professionnelle. Donc, le principe de cette chose-là, c'est que ces moments qui comptent, on peut les recréer. On peut en générer d'une certaine manière pour que nos clients se rappellent de nous d'une bonne manière. Et il y a des parallèles très intéressants dans ce livre sur comment créer des moments qui comptent pour que le client, finalement, mais quel que soit votre domaine, pas que le client, dans votre domaine familial, dans votre domaine professionnel, si vous êtes enseignant aussi, comment créer des moments qui comptent dans une expérience de vie pour qu'on se rappelle de vous de manière positive. Et c'est le parallèle un peu que je faisais tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur la SNCF, ils vont penser que j'ai un grief. Mais c'est un peu ça, c'est comment je vais gérer ce moment et en faire un moment finalement qui compte et qu'il y a un bon moment passé et qu'on va se rappeler de moi de la bonne manière. C'est un livre très intéressant, il fait 300 pages à peu près. Quel est ton mantra au quotidien ? Mon mantra au quotidien, il n'y a pas de phrase que je me répète le matin devant le miroir pour me démarrer la journée et me mettre dans les bons rails. Je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure sur les podcasts que j'écoute. J'ai écouté un podcast il y a très longtemps, je vais parler un peu de la concurrence, désolé Julien. Podcast très intéressant, il y a peu de temps, de Bertrand Perrier, qui est passé dans Génération Do It Yourself, si vous connaissez le podcast. Et il a dit une phrase qui résonne, en tout cas, qui me parle assez, c'est « Si tu fais quelque chose, fais-le à fond de tes compétences, à fond de tes capacités, mais le fais pas à moitié. » Et ça, c'est quelque chose qui résonne, qui me parle assez, parce que je suis comme ça, que ce soit dans mes hobbies ou mes passe-temps. On parlait de jeux de cartes au début, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais quand je me lance dans un projet, dans quelque chose, j'essaie toujours de le faire à fond. Et de pousser jusqu'au bout pour voir ce que ça donne, quitte à arrêter 2 ans après, 6 mois après, peu importe. Mais par contre, quand je me mets dans quelque chose, j'essaie toujours de le pousser au maximum et de voir ce que ça peut donner. Merci beaucoup, Arnaud. J'espère que tu as passé un bon moment, parce que moi, oui. Et merci beaucoup pour cette discussion et ces différents éléments. Merci à toi pour l'invitation, puis au plaisir.